et toutes à ces webinaires d'information où l'objectif, c'est de vous présenter les programmes de digital au service des aidants. Et juste avant de commencer, je voulais laisser la parole à Jonathan et à Sophie pour justement poser un petit peu l'introduction et les contextes de ce programme. Ça vous va? C'est parti. Bonjour, enchanté. Donc moi, c'est Jonathan Offray. Je travaille pour le groupe H2R La Mondiale. Et ma collègue Anne-Sophie, je te laisse juste te présenter. Merci, bonjour à toutes et tous. Anne-Sophie Vandenbroek, je travaille chez Malakoff Humanis comme chef de projet. D'accord. Donc en fait, AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis, on est des groupes de protection sociale. Et en fait, le projet avec Sherit et Latitude intervient dans le cadre de l'action sociale de nos retraites complémentaires. En fait, les missions de l'action sociale des retraites complémentaires, comment dire? En fait, elles sont organisées, les orientations sont définies tous les 4 ans. Donc là, on est dans le cadre de 2023-2026. Elles sont fixées par l'Agirc-Arrco, qui est le régime obligatoire de la retraite complémentaire. Et en fait, nos 2 axes sur lesquels on travaille au niveau de l'action sociale, c'est agir et vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge. Et le 2e axe, c'est accompagner les aidants et soutenir les personnes en situation de fragilité. Je te laisse la parole, Anne-Sophie. Ouais, et ben je prends le relais donc pour illustrer un petit peu ce qu'on fait au niveau de l'action sociale retraite. Alors, très rapidement, on a 2 modes d'intervention qui sont principalement identifiés. On a un premier mode d'intervention qui va être le soutien via des aides individuelles. Ce ne sera pas l'objet du sujet du jour. Et on a un 2e mode d'intervention qui est plutôt via le soutien par des actions collectives, par un soutien financier à des actions collectives. Et là, on est un peu dans le contexte qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, pourquoi on va soutenir des actions collectives et soutenir l'écosystème et les associations? Eh bien, tout simplement parce que c'est vraiment dans notre ADN, et un sujet comme celui d'aujourd'hui qui nous rassemble autour des aidants, eh bien, c'est vraiment dans l'ADN de l'action sociale retraite, dans l'ADN des groupes de protection sociale, et ça fait pleinement écho à l'orientation prioritaire évoquée à l'instant par Jonathan pour accompagner et soutenir les aidants. Donc voilà un petit peu une illustration. Et puis, nos modes d'intervention sur le volet collectif, on les traduit aussi via des dynamiques partenariales. Et aujourd'hui, on est plusieurs autour de l'écran, de divers horizons. Et donc, le projet qui nous rassemble est vraiment une illustration de ces dynamiques partenariales avec Sherit et Latitude, ce qui me permet de vous redonner la parole. Merci beaucoup Anne-Sophie et Jonathan pour cette introduction. Donc, on va prendre le temps de se présenter les autres acteurs, du coup, Sherit et Latitude, juste après. Avant de passer à la présentation de chaque structure, je voulais juste faire un point sur l'agenda d'aujourd'hui, donc ce qu'on a prévu pour ce webinaire. Donc, on fait par présenter les équipes, présenter le programme en question et faire un focus sur les différentes modalités d'accompagnement qu'on a prévues. Ensuite, on va passer sur les calendriers et les prochaines étapes, donc pour rentrer un petit peu dans les concrets. Et on a laissé un petit temps des questions-réponses à la fin. Donc, l'idée, c'est d'avoir entre 15 et 20 minutes des questions-réponses à la fin du webinaire. Et donc, pour présenter les équipes sans tarder, donc, Jonathan et Anne-Sophie se sont déjà présentés, donc du coup, on va présenter maintenant nos structures respectives, donc Sherit et Latitude. Peut-être avant de présenter les structures, juste un petit point sur les personnes impliquées. On est plusieurs à avoir conçu ces programmes, donc on est, comme vous l'avez compris, 4 partenaires et on a construit ces programmes ensemble. Et donc, côté Sherit, je me permets de faire les tours moi-même de mes collègues et je te laisserai après, Karen, côté Latitude, te présenter toi et tes équipes. Donc, côté Sherit, donc on est 5 personnes impliquées. Donc, il y a Guillaume Pratt, côté responsable de partenariat. Il y a Julie Caron, directrice des opérations. Il y a Oxens qui n'est pas connecté, mais notre responsable de communication. On a Célène Effet avec nous pour la partie sélection, donc chargée de sélection, et moi-même, Florencia Costa Episcopo, responsable de la sélection. Si tu veux, Karen, je te laisse te présenter et après on faire un focus sur nos structures respectives. Karen, je ne sais pas si c'est que moi, mais on ne t'entend pas. Non, on n'entend pas non plus.
Oui, ça marche, je pense. Peut-être qu'il faut que tu te reconnectes. Si tu es d'accord, je peux juste vous présenter rapidement. Ah. Bon, petit souci, je pense que Karen va se reconnecter, mais du coup, côté Latitude, qui est l'autre structure partenaire du programme, donc il y a 3 personnes qui ont été impliquées dans la conception de ce programme et qui vont continuer à être impliquées tout le long. Donc, c'est Léa, directrice des opérations, Karen, responsable de programme ESS, et Charlotte, un chef des projets. Et du coup, j'avance en attendant le retour de Karen pour vous présenter qui on est. Donc, on va commencer par Chérit. Donc, Chérit, on est une association. Et notre objectif, c'est de donner aux associations, à d'autres associations, toutes les clés pour de multiplier leur impact social et environnemental grâce à une tech utile, une technologie utile. Peut-être juste pour retracer un petit peu l'historique de notre association, vous dire que Chérit est née d'un constat simple et qui était que en fait, les associations jouent un rôle clé dans notre société aujourd'hui. Elles sont sur les terrains en train de contribuer à la résolution des problèmes complexes, comme peut l'être la grande pauvreté, les violences faites aux femmes, l'inclusion et l'emploi des personnes en situation de handicap, l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des proches aidants, par exemple. En même temps, on sait que la technologie, elle peut être un vrai levier de transformation et un levier d'accélération pour justement contribuer à la résolution de ces problèmes-là, quand elle est évidemment utilisée de manière pertinente, là où elle fait vraiment la différence. Le problème qu'on a constaté, c'est qu'en fait, les associations, aujourd'hui, ont énormément de mal à s'emparer de ces outils-là. Et en fait, ce n'est pas nous qui le disons, mais il y a aussi une étude de SOGA, qui est le Social Good Accelerator, qui est une organisme qui travaille dans les secteurs, qui dit qu'en fait, il y a 9 dirigeants sur 10 qui veulent lancer des initiatives tech, des projets numériques, des projets autour du numérique, mais qui ont vraiment des difficultés pour les faire. Et un des freins qu'on a trouvé pour ça, c'est justement l'accès à des équipes de qualité et des équipes stables. En fait, c'est très cher et c'est très difficile pour les associations de recruter, que ce soit des compétences en interne, mais aussi d'avoir accès à la prestation. Et donc, c'est pour ça qu'on existe. Et nous, ce qu'on fait chez Chérit, c'est de faire avec les associations de projets digitaux gratuitement. Et donc, on va mettre à disposition des équipes qui sont des équipes stables, de qualité. Dans 2 tiers de ces équipes, c'est des personnes en mécénat de compétences qui viennent de plusieurs cabinets, de conseil de la tech, et du coup, qui travaillent avec nous tout le long du projet. Et donc, il y a un tiers aussi que c'est des personnes internes Chérit qui travaillent sur les projets. Donc, on va vous proposer des équipes, une méthodologie, et tout ça gratuitement pour justement vous aider à développer des projets qui seront au service de votre impact. Voilà en quelques mots, on va pouvoir rentrer plus en détail, plus dans les concrets de ce qu'on fait concrètement par la suite. Je ne sais pas si Karen est revenue. Oui, parfait. Et du coup, Karen. Oui, parfait. Je te laisse la main pour présenter l'attitude. Et merci de m'avoir présenté. Du coup, j'en profite pour le refaire rapidement. Donc, avec Charlotte et Léa, on s'occupe des programmes à destination de toutes les structures à impact qui ont un projet environnemental ou social, d'où voilà, notre présence sur ce programme. Donc, chez Latitude, c'est une association qui agit pour un numérique engagé et responsable. Un numérique engagé, pour nous, ça veut dire un numérique qui va mettre son temps, son énergie pour l'intérêt général. Et un numérique responsable, c'est un numérique qui est conscient de ses conséquences négatives sur la société et qui va faire en sorte de les maîtriser. Donc, pour ce faire, on a différents programmes qui s'adressent à différents publics. Celles qui vont... les programmes qui vont vous intéresser surtout, ça va être nos ateliers de sensibilisation pour le grand public et l'enseignement supérieur. Donc, c'est la bataille de la tech et la bataille de l'IA que vous voyez en haut des programmes de l'enseignement supérieur et du monde professionnel. Ce sont 2 ateliers de sensibilisation participatifs. En fait, c'est des jeux de cartes qui vont permettre en fait aux participants et aux participantes de connaître les enjeux environnementaux et sociaux de la tech, en fait, du numérique d'une part, et de l'intelligence artificielle d'autre part, tout en en fait apprenant comment agir à votre échelle et à différentes échelles de la société
et connaître en fait votre pouvoir d'agir. On a aussi 2 autres programmes qui vont aussi vous intéresser, qu'on va utiliser aussi sur ce programme. Ça va être IA for Good et Cyber for Good. Ce sont 2 programmes à destination des structures de l'ESS, dont le but c'est de former gratuitement, d'accompagner et de sensibiliser les structures à impact sur l'intelligence artificielle et sur la cybersécurité, notamment sur les usages quotidiens dont vos structures ont besoin. Voilà pour l'attitude. Merci Karen. Et du coup, je passe maintenant à vous présenter les programmes plus en détail. Donc, c'est un programme, comme vous l'avez compris, digital, complet et gratuit à destination des associations qui soutiennent les proches aidants. Donc, vous êtes la cible de ce programme. On a conçu plusieurs modalités qu'on va voir juste après pour faire en sorte que ces programmes soient adaptés au plus grand nombre en fonction des besoins des associations, en fonction du niveau de maturité aussi sur ces sujets-là, donc des contenus et des modalités qui vont de la sensibilisation au digital jusqu'à l'accompagnement sur mesure pour réaliser un projet tech. Et je l'ai dit encore une fois, c'est un projet, c'est un programme qu'on a conçu en partenariat, à 4, entre Chérie de Latitude, Ageur des Arts La Mondiale et Malakoff Humaniste. Donc, pour rentrer dans les détails du programme, c'est un programme qu'on a conçu en 3 volets. Donc vraiment, comme je disais, pour que ça s'adapte à tous les besoins et au plus grand nombre. Donc il y a un premier volet qui porte vraiment sur l'acculturation et la sensibilisation au digital. Donc ça va passer par des contenus, des ressources type des webinaires, des articles, des ressources entièrement gratuites et ouverts à tous et toutes. Donc il n'y a pas de conditions d'éligibilité pour bénéficier de ces programmes. Donc c'est vraiment... On a conçu ça comme une plateforme de libre accès pour tout le monde pour pouvoir accéder à des contenus pertinents pour vos enjeux. Et donc, les contenus vont être disponibles à partir d'octobre 2025, donc pour faire un petit point sur le calendrier, donc pour ce qui concerne la culturation et la sensibilisation. Ensuite, on a aussi prévu de faire des ateliers sur mesure, donc que ce soit en format collectif ou individuel. Donc, c'est vraiment des séances de conseils personnalisés où l'objectif, c'est de vous accompagner sur de problématiques précises autour du digital. Et donc, cette fois-ci, ce type d'accompagnement, on a prévu 50 places, on va dire, donc pour accompagner 50 personnes de structure. Et donc, on a des critères d'éligibilité, notamment, donc c'est destiné à des structures à fort impact, qui soient éligibles au mécénat de compétences parce qu'on peut mobiliser du mécénat de compétences pour ces types d'accompagnement et dont l'action s'étend sur plusieurs territoires. Donc, par plusieurs, on entend au moins 3 territoires. Par rapport au calendrier pour ces ateliers sur mesure, après, vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails de chaque modalité pour que ça soit plus concret encore. Mais voilà, en termes de calendrier, on va commencer à recenser le besoin à partir de donc du mois de juin-juillet, et les accompagnements seront possibles à partir de novembre. Donc voilà pour les calendriers. Et ensuite, pour le troisième volet, donc c'est ce qu'on appelle les accompagnements longs et sur mesure. Donc cette fois-ci, c'est vraiment l'accompagnement pour construire un projet tech dès zéro, donc dès la conception à sa mise en œuvre. Donc ça peut être par exemple un projet de plateforme, un projet d'application mobile ou application web, un CRM pour gérer vos données en interne, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement qui s'étend sur la durée. Et cette fois-ci, du coup, en termes de nombre de structures qui pourront bénéficier de cet accompagnement, c'est limité à 3 à 6 structures, donc en fonction de la complexité des projets qui seront présentés. Qui peut bénéficier de cet accompagnement? C'est encore une fois des structures à fort impact, éligibles au mécénat de compétences et dont l'action s'étend sur plusieurs territoires. Donc là, on reste sur les mêmes critères que pour les ateliers sur mesure. Et en plus, on demande pour ces accompagnements-là aux associations d'être capables de mobiliser un ou une salariée à temps plein ou à temps partiel selon les besoins du projet. Parce que c'est vraiment des accompagnements qui s'étendent sur la durée et qui demandent un réinvestissement du côté de l'association pour être impliquée dans toutes les étapes du projet. En termes de calendrier, du coup, les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin septembre. Donc, on va vous envoyer juste après ce webinaire toutes les informations pour pouvoir candidater ou vous inscrire à chaque modalité selon vos besoins et votre état.
Et du coup, la sélection aura lieu à partir d'octobre pour des accompagnements possibles à partir de janvier 2026, en ce qui concerne les accompagnements longs. Du coup, cette slide, ça reprend un peu les éléments de la slide précédente, mais avec un focus sur les modalités, sur les besoins et sur votre profil. C'est-à-dire que chaque modalité, on a fait en sorte qu'il puisse répondre à différents besoins. Et donc, par exemple, sur les modalités courtes qu'on a vues, donc l'acculturation et la sensibilisation au digital, en gros, on a deux niveaux, on va dire, en fonction de ce que vous entendez ou où vous en êtes par rapport à ces sujets-là. Donc, si c'est vraiment une initiation au numérique, votre objectif, c'est de comprendre les enjeux et les opportunités autour du numérique pour votre association et acquérir les bases. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va mettre à vos dispositions des ressources sous forme d'un wiki, comme une espèce de wiki des ressources ouvert à tous. Après, on va vouloir approfondir sur certains enjeux, certaines notions. Et donc, par exemple, on va faire des webinaires spécifiques sur des thématiques comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, etc., pour approfondir vos connaissances sur la tech et pouvoir l'appliquer en interne. Donc, on a prévu des webinaires. Et pour ces webinaires-là, on a prévu d'avoir 300 places pour participer à ces instances-là. Et après, sur les ateliers sur mesure, comme on disait, que ce soit un collectif ou un individuel, la cible, ça va être plutôt des associations qui veulent adresser une problématique précise autour de la tech pour votre association. Et donc, on a 50 places, comme on disait, pour cette modalité. Et la modalité longue, donc c'est vraiment la mise en place d'un projet tech en sa totalité. Donc, c'est destiné plutôt à des associations qui ont déjà une idée de projet numérique en tête et qui veulent être accompagnés sur les cadrages et les développements de ce projet qui va servir justement, qui va servir à la démultiplication de l'impact de votre association. Et donc, je le répète, mais c'est 3 à 6 accompagnements prévus dans le cadre de cette modalité longue. N'hésitez pas à poser vos questions sur les chats si vous voulez, comme ça on peut, au fur et à mesure, on pourra les adresser à la fin dans l'instance de questions-réponses. Maintenant, l'idée, c'est de faire un focus sur ces différentes modalités. Donc, on va faire d'abord un focus sur les accompagnements courts. Donc, juste pour reprendre sur les volets acculturation et sensibilisation, pour vous donner quelques exemples de ce que ça peut être, ces contenus-là et ces ressources. Donc, du coup, comme on disait, par exemple, ça va être accès à des contenus et des formations sur les bases, vraiment acquérir les bases du digital et se familiariser avec les premiers concepts, les bases. Des contenus d'approfondissement, donc notamment sur les enjeux de cybersécurité et sur les enjeux d'IA. Ça peut être aussi la gestion d'un projet tech, donc savoir quelles sont les bonnes pratiques, comment on fait les choix d'outils, comment on cadre les besoins. Et donc ça, vous l'avez vu dans les formulaires d'inscription à ces webinaires, on vous a posé quelques petites questions justement pour pouvoir affiner ces contenus-là qu'on va vous proposer, parce que l'objectif, c'est de vous proposer des contenus qui vous seront utiles et qui vont répondre à vos besoins tels qu'ils ont été remontés. Si tu veux, Karen, je te laisse la parole pour présenter les ateliers collectifs de Latitude. Oui, merci. Donc, les ateliers collectifs, ça va être un format qui va vous permettre d'avoir, d'être sensibilisé de manière personnalisée en petit comité. Donc, c'est comme un peu un webinaire personnalisé ou plutôt une session de conseil collectif. C'est maximum 15 personnes pour qu'on puisse justement répondre à toutes les questions et rester en petit comité. Et la valeur ajoutée de l'atelier collectif, c'est de pouvoir faire une mise en pratique qui va vous permettre de prendre la théorie que vous avez pu avoir dans les formats de sensibilisation présentés par Florencia, comme les webinaires ou les articles, et de l'appliquer en direct avec un ou une experte qui va vous accompagner. Donc, en fait, il y a 3 objectifs pour les ateliers collectifs. Il y a de la sensibilisation, donc l'acculturation, qui est vraiment au cœur de toutes nos actions. Donc, le but, c'est de vous partager des connaissances vulgarisées et accessibles par une personne qui est experte du sujet numérique, par exemple sur l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, qui sont des thématiques importantes, mais dont les connaissances restent assez niches et assez inaccessibles. Le but, justement, c'est de les rendre accessibles avec des connaissances, on va dire, pour débutants ou débutantes.
Le deuxième objectif, c'est cette fameuse mise en pratique qui est vraiment la valeur ajoutée de l'atelier collectif et qui est au cœur de l'atelier. C'est celle qui va prendre le plus de temps. Le but, c'est de vous faire participer sur un cadre d'usage qui va être personnalisé à vos structures et vos objectifs, c'est-à-dire au milieu des proches aidants. Et ensuite, le but aussi, c'est la personnalisation. Donc, c'est vraiment un temps et un espace qui est propice aux questions même qui vont être très spécifiques à vos structures. Il ne faut surtout pas hésiter de poser ces questions-là sur des cas particuliers. C'est le but, en fait, c'est l'espace pour que des experts et expertes puissent répondre à des questions auxquelles vous ne pouvez pas avoir de réponse autrement que via des prestataires qui sont souvent onéreux. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour vous d'avoir des réponses à ces questions. Donc, le déroulé d'un atelier type, il faut savoir que c'est toujours flexible en fonction des besoins, bien évidemment. Mais un atelier type, c'est 2 heures, maximum 15 personnes. Et ça s'adapte aux besoins du public auquel on s'adresse. Donc, on commence par des apports théoriques. Enfin, bien sûr, on commence par un brise-glace, une introduction, mais on va dire le cœur de l'atelier, c'est 30 à 45 minutes d'apport théorique en fonction de la thématique. Et en fonction du temps qu'on a, on fait un petit quiz à la fin de ces apports théoriques pour voir si vous avez bien compris les connaissances partagées par les experts et sinon répondre à vos questions si ce n'est pas clair. Ensuite, on passe au cœur de l'atelier, donc un cas pratique de 1 heure à 1 heure et demie, encore une fois, en fonction de la thématique et du temps qu'on aura mis sur les apports théoriques. Donc, en sous-groupe ou en individuel, ça dépend du cas pratique qu'on aura imaginé avec les experts. On se penche sur un exercice, sur un cas d'usage qui aura été pensé pour vous. Par exemple, disons que la thématique de l'atelier, c'est l'intelligence artificielle et comment utiliser un outil comme ChatGPT ou un chatbot pour un usage quotidien. Donc, le cas pratique qu'on aura imaginé, ça va être comment répondre à un appel à projet pour une recherche de financement en utilisant ChatGPT. Et du coup, on va prendre un exemple. L'expert ou l'expert va faire une démonstration en direct et vous aurez le temps nécessaire pour appliquer l'exercice en direct et poser vos questions à l'expert s'il y a des bugs ou des choses à débloquer. Et ensuite, même si tout au long de l'atelier, les questions sont prises, bien évidemment, c'est le but aussi d'être un petit comité, c'est de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Il y a quand même un temps à la fin pour que vous puissiez poser les questions que vous auriez déjà notées au préalable par rapport au cas particulier de votre structure. Et ça dure entre 15 et 20 minutes. Et ensuite, on fait un tour de déconclusion pour voir ce qui vous a marqué et quelles sont, selon vous, les prochaines étapes à appliquer. Parce qu'on sort souvent de ces ateliers avec pas mal de devoirs à faire et à appliquer. C'est des sortes de pistes, des pistes à implémenter. Et donc, on aime bien aussi échanger sur et savoir ce que vous allez faire à la suite de l'atelier. Comme Florence a dit, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la conversation sur ce format des ateliers collectifs et pratiques. Très bien, merci Karen. Du coup, j'enchaîne avec les éclairages digitaux, qui sont les formats individuels proposés par Sherit, donc toujours dans la modalité courte. Donc, les éclairages digitaux sont vraiment des ateliers, enfin, ils sont la forme d'un atelier de 2 heures avec des experts digital Sherit et des mentors ou des personnes à mécénat de compétences qu'on peut mobiliser selon les besoins qui ont été identifiés. L'objectif de ces ateliers-là, c'est de vous accompagner à prendre de la hauteur sur vos enjeux, vos irritants et pouvoir identifier les opportunités digitales qui vous aident à résoudre vos difficultés. Donc, c'est vraiment un temps de prise de hauteur pour réfléchir au global sur votre stratégie et comment la stratégie numérique est en phase avec votre stratégie globale et vos objectifs d'impact. Donc, la cible, c'est des associations qui souhaitent du coup un coup de pouce sur une des problématiques identifiées, ou ça peut être aussi des associations qui n'ont pas une problématique précise identifiée, mais qui ont des enjeux identifiés. Et donc, l'objectif, c'est justement de vous aider à prioriser ces enjeux-là et savoir par quel bout commencer à attaquer les sujets.
Donc, pour pouvoir bénéficier de ces ateliers-là, donc il y a un petit processus à suivre. Donc, il y aura un formulaire des candidatures avec un petit processus de sélection qui permet d'identifier les associations qui peuvent bénéficier de cet accompagnement via nos critères d'impact, et notamment en évaluant les besoins. Si en fait on peut répondre à votre besoin dans ces formats-là, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un format court de 2 heures, on ne pourra pas adresser tous les besoins, on ne pourra pas apporter de solutions clés en main. Donc, c'est vraiment un format qui n'est pas adapté à tous les besoins. Donc, c'est justement les processus de sélection qui permet de déterminer si oui ou non c'est les bons formats pour les besoins ou s'il faut redispatcher plutôt vers une autre modalité. Toutes les informations relatives au processus des candidatures, aux formulaires, etc., vous seront communiquées après le webinaire. Et en termes de timing, de calendrier, pardon, c'est du coup, le process peut commencer dès maintenant. Les éclairages, les ateliers auront lieu plutôt à partir de novembre 2025. Mais dès maintenant, on peut commencer déjà à faire cette partie d'évaluation du besoin et de déterminer si c'est pertinent de partir sur cette modalité. Voilà pour les formats courts. Et maintenant, l'objectif, c'est de faire un focus sur les accompagnements longs. Peut-être juste un petit point, c'est de dire que les accompagnements longs, c'est vraiment le cœur de métier des Sharit. C'est ce qu'on a fait depuis 2018. On a accompagné déjà plus de 100 projets, des projets longs qui s'étendent sur la durée. Donc, on a l'habitude d'accompagner des associations pendant plusieurs mois, entre 6 mois et 12 mois, en fonction c'est un peu les durées moyennes en fonction de périmètre et des besoins et des projets présentés. Mais du coup, pour vous dire ce qu'on fait concrètement, pour rentrer un peu plus dans les concrets sur ces volets d'accompagnement mais sur et long, donc on va construire pour et avec vous des solutions digitales qui vont répondre à vos besoins. Et quand on parle des solutions digitales, on peut très bien parler de solutions à destination des bénéficiaires, donc ce qui peut être des plateformes web, des applications mobiles, à destination des bénéficiaires, des bénévoles, par exemple, et aussi des solutions tech plutôt internes, donc des CRM, des outils d'automatisation, des outils qui vont permettre de faire la data visualisation pour vraiment piloter votre activité via les données. Donc, c'est aussi des choses qu'on fait. Donc, on va vous accompagner dans toutes les étapes dès la conception jusqu'à la mise en œuvre du projet, donc y compris le développement s'il y a un produit, une solution à développer. On va aussi vous accompagner sur tout ce qui est utile, donc tout ce qui va autour pour développer un projet tech, donc l'aide au recrutement, par exemple, pour assurer l'après, vous aider à choisir les bons prestataires justement pour la maintenance et l'évolution des outils par la suite de l'accompagnement Sharit, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accompagnement long dont on parle, qui s'étale sur plusieurs mois, il va être en gros divisé dans la plupart des cas en 3 grandes phases. Donc une première phase qui est très importante, qui est la phase de cadrage, qui dure plusieurs mois, entre 3 et 4 mois en général, en fonction du périmètre à cadrer. Mais l'objectif de cette phase, c'est de vraiment définir le périmètre clair de ce qu'on va faire par la suite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire tout un tas d'ateliers sur mesure pour vraiment poser l'existant, comprendre vos enjeux, comprendre vos problématiques, comprendre vos ambitions d'impact et déterminer quels sont les projets tech, donc définir ses contours d'un point de vue fonctionnel, mais aussi technique. Donc, c'est à ces moments-là qu'on va faire les choix des outils, par exemple, si on va partir sur une solution marché ou sur une solution de no-code, ou qu'on va faire les choix d'architecture, si on va plutôt partir sur du développement de zéro. Ce qui est important, c'est que l'objectif ici, c'est de prendre aussi en compte différents critères. Donc, par exemple, vos moyens pour le maintien de la solution, la pérennité, la scalabilité. Et que c'est une étape clé parce que c'est à la fin de la phase de cadrage qu'on va se mettre d'accord sur est-ce qu'on passe à l'étape d'après, qui est la phase de développement. Donc, la phase de développement, une fois qu'on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire, on commence à le faire. Et on va développer une solution sur ce qu'on appelle un mode MVP. MVP, ça vient de l'anglais, ça veut dire Minimal Viable Product, donc c'est les produits, donc la version la plus épurée d'un projet, d'un produit, avec vraiment les fonctionnalités essentielles.
parce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on va fonctionner avec une enveloppe limitée de jours hommes. Donc, on a dit environ 100 jours hommes par projet, mais ça dépend de chaque projet. Mais du coup, c'est très important pendant la phase de cadrage de faire cet exercice de priorisation des besoins. Et donc, en fait, on va partir sur une version première, une version minimale du produit. Et l'objectif, c'est de vous donner aussi toutes les clés pour que vous puissiez ensuite prendre les relais et faire évoluer cette version vers une version extérieure, etc., et la faire durer dans le temps. Et donc, du coup, après la phase de développement, il y a la phase de déploiement où justement, on vous aide à déployer, à prendre vraiment cette solution, s'assurer qu'elle est bien utilisée par les équipes, qu'elle est bien utilisée dans les terrains. Et donc, on vous accompagne aussi sur cette phase de déploiement de la solution une fois qu'elle a été développée. Voilà pour les phases. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra approfondir pendant la phase des questions. Et peut-être juste un point sur la méthodologie. On avait dit au tout début qu'en fait, Sherit va vous mettre à disposition et des équipes, mais aussi une méthodologie. Et la méthodologie Sherit, elle repose sur 5 piliers principaux. Donc, il y a un premier pilier, c'est que pendant tout le long de l'accompagnement, on vous accompagne et on vous aide à prendre de la hauteur et pouvoir identifier vos enjeux digitaux et déterminer vraiment quelles sont les fonctionnalités qui sont au service de votre impact, de vos objectifs d'impact. Donc, il y a la phase de cadrage, donc le fait de cadrer dont on a parlé, qui est vraiment cette phase qui nous permet de prioriser ce qui est vraiment utile et définir ses projets tech. Ça, je me répète un petit peu. Un troisième pilier très important, et ça, on va le voir aussi juste après pour la partie critères, c'est que nous, on a très à cœur de faire avec vous. Donc, c'est vraiment une solution qu'on va co-construire ensemble. Donc, vous allez être impliqués tout le long. Et de ces faits, il y a le quatrième volet, le quatrième pilier, qui est l'autonomisation. Donc, on va vouloir vraiment infuser cette culture au sein de votre association et vous aider à internaliser les compétences quand c'est nécessaire et pour que vous puissiez justement reprendre le projet en autonomie à la fin de l'accompagnement et le faire évoluer dans le temps. Et le cinquième pilier, c'est le suivi de l'impact. Pour nous, c'est très important de pouvoir suivre et piloter l'impact et nous assurer qu'en fait, ce qu'on développe ensemble, ça va vraiment vous être utile, va vraiment répondre à un besoin et qui va vous aider dans cet objectif de démultiplication de l'impact. Et dans ce sens-là, on a construit une mesure d'impact avec tout un tas de questionnaires pour justement nous aider à pouvoir piloter et suivre dans la durée l'impact des solutions développées ensemble. Je fais juste un petit point sur du coup l'équipe. Donc, c'est vraiment très important d'avoir en tête que pour qu'un projet réussisse, il faut vraiment que l'équipe soit adaptée et que l'équipe soit prête et impliquée tout au long du projet. Et quand je dis équipe, c'est vraiment, il faut le voir comme une équipe tripartite, on va dire, où il va y avoir l'association d'un côté, avec vraiment 2 personnes clés qui sont essentielles au projet. Donc, l'entrepreneur social, directeur, directrice du projet, c'est la personne qui va vraiment apporter la vision, qui va être là à chaque fois qu'on prendra des décisions stratégiques, et le ou la responsable du produit, qui est vraiment le référent ou la référente opérationnelle et qui participe à toutes les étapes du projet. Et côté Sherit, on a du coup des personnes dans mécénat de compétences et des personnes internes. Donc, à peu près, il y a 2 tiers des personnes dans mécénat de compétences mobilisées pour les projets et 1 tiers de personnes en interne. Donc, c'est très important à avoir en tête et on va revenir sur les critères juste après. Et j'accélère un petit peu parce que je vois que le temps file. Je voulais faire un point sur les prérequis, les critères de sélection et les processus de sélection. Comme vous l'avez vu, comme on l'a vu au tout début, il n'y a que 3 et 6 associations qui vont pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Donc, il y a un processus de sélection. Il y a des critères qui ont été définis pour pouvoir déterminer et sélectionner les associations qui vont pouvoir en bénéficier. Donc, en termes de prérequis et des critères, donc, il faut il faut regarder votre structure, donc être éligible au mécénat de compétences. En général, il n'y a pas de souci pour les associations 1901. C'est aussi le cas d'autres types de structures juridiques, mais ça, vous pourriez regarder. En termes d'équipe, il faut avoir au moins 2 salariés en CDI, donc une personne disponible au moins à mi-temps pour les projets. On dit que l'idéal, c'est au moins 2 jours et demi ou 3 jours par semaine. Et ça peut être même plus en fonction de la complexité du projet. Donc ça, c'est un des points très importants à évaluer en sélection.
Et il y a l'impact, donc le fait que le projet doit être un projet d'intérêt général, il doit servir à un projet social ou environnemental, donc au moins un de 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ça, on va dire, c'est les critères d'entrée. Et une fois que vous avez déposé votre dossier, il y a un processus de sélection que je vais vous présenter juste après. Et l'objectif de ces processus, c'est de vérifier 3 critères principaux. Et donc, dans ces critères-là, il y a l'impact de votre organisation. On va vraiment cibler pour ces accompagnements-là des organisations qui ambitionnent la résolution d'une problématique sociale et environnementale à grande échelle, avec une approche qui est pertinente, durable et réplicable, et qui ont des preuves d'impact déjà solides. On va aussi regarder l'impact du projet texte, c'est-à-dire de quelle manière ces projets vont vous aider à démultiplier votre impact. Il faut vraiment que ça soit un projet transformateur pour votre structure et pour votre impact. Et ensuite, comme je disais, les équipes, très important. Du coup, on va évaluer à quel point les équipes sont disponibles, à quel point ils ont la bonne posture justement pour s'embarquer dans un projet de cette envergure. Et juste pour finir, sur le processus de sélection, donc, il y a une première phase des candidatures qui consiste à déposer un dossier. Donc, il y a un formulaire avec tout un tas de questions qui nous permet déjà d'avoir un premier aperçu de votre projet, de vos besoins, de votre structure. Et ça, on va l'étudier. Enfin, l'équipe sélection Shareit va étudier cette demande. Et ensuite, si vous êtes retenu pour la phase de sélection, on commence le processus proprement dit, qui consiste à faire entre 2 et 5 rendez-vous de sélection qui vont nous permettre vraiment d'aller creuser ces critères-là, développer une bonne compréhension de votre structure et de vos enjeux. Et ça se termine par un jury qu'on organise. Du coup, on invite des parties prenantes, des experts, etc., qui vont nous aider à évaluer, à apporter un regard externe et neuf sur les dossiers. Et suite à cette instance de jury, il va avoir la décision finale prise par la sélection Shareit sur les lauréats. Donc, c'est un processus qui s'étale sur plusieurs mois. Et donc, on a prévu justement une fin de la fermeture de candidature fin septembre. Et on pourra commencer à les évaluer dès l'été, s'il y a déjà des candidatures qui arrivent, pour un processus, une prise de décision plutôt vers octobre-novembre et un démarrage des projets plutôt en janvier. Donc, je vais terminer par les calendriers, justement, et les prochaines étapes. Pour chaque volet, on a dit juste un mot de récap. Et après, comme je disais, on va partager un mail avec justement les liens pour pouvoir soit vous inscrire, soit candidater aux différentes modalités. Mais donc, du coup, pour récap, pour les volets acculturation et sensibilisation, il y a une plateforme d'inscription qui va venir. Du coup, donc, vous aurez accès à cette fameuse plateforme en libre accès des contenus. Et les premiers contenus seront disponibles à partir d'octobre 2025. Pour ce qui est des accompagnements courts, donc format collectif par Latitude, ça va se passer sur inscription et les premiers ateliers auront lieu à partir de novembre. Mais vous pourriez commencer à vous inscrire plus tôt, donc dès qu'on vous transmettra les liens d'inscription. Et pour les ateliers individuels, il y a un petit processus, donc c'est sur candidature, il y a un petit processus d'évaluation et de sélection qui peut commencer pareil dès maintenant et les premiers ateliers auront lieu à partir de novembre. Et juste pour finir sur l'accompagnement long, donc c'est encore une fois sur candidature, le processus il est un peu plus long. La deadline qu'on a fixée, donc la date limite pour le dépôt de candidature, c'est fin septembre. Et on va vous partager encore une fois les infos et les formulaires à la suite du webinaire. Ces accompagnements longs pourront commencer plutôt à partir de début 2026. Et juste pour info, comme en fait, on n'a pas eu beaucoup d'inscrits pour ces webinaires, on va organiser un autre webinaire aussi en septembre où on va reprendre les mêmes contenus, mais on pourra aussi, en fonction des questions ou des retours, adapter légèrement. Et donc, il y aura lieu le 8 septembre entre 11h et midi. On vous enverra aussi les infos pour vous inscrire ou pour le relayer et le partager autour de vous si besoin. Et voilà pour tout ce qui était les informations à vous transmettre. Maintenant, on peut laisser le temps pour les questions et les réponses, si ça vous va.
Est-ce qu'il y a déjà une première question? Oui, Alain. Vous pouvez prendre la parole directement, hein. Oui, tout à fait. Je regarde dans les chats en même temps. Alain, votre micro n'est pas ouvert a priori. Si vous nous répondez. Ouais, c'est bon. Merci. Oui, merci de la présentation. Concernant les ateliers de 15 participants, si on a à sensibiliser, je dis n'importe quoi, mais 200 personnes, on peut faire plusieurs ateliers avec vous? Ou c'est juste une offre de un atelier de 2 heures pour 15 personnes? Peut-être Karen, je te laisse répondre pour les ateliers collectifs. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que tu peux me reposer ta question, s'il te plaît? Si on a besoin de sensibiliser, par exemple, à la cybersécurité, 200 personnes, et qu'on trouve que la formule atelier avec 15 personnes est très bien, est-ce que du coup, on peut faire 15 ateliers de 15 personnes? Est-ce que c'est itératif ou est-ce que c'est one shot, 2 heures d'atelier pour 15? Alors, on n'a jamais fait 15 ateliers pour 200 personnes, donc c'est une C'est très un bonne exemple, question. hein. Alors, ça nous est déjà arrivé de faire le même atelier pour une association plusieurs fois, parce que son équipe, justement, il y avait 30 personnes qui voulaient être formées, donc on a fait 2 ateliers de 15 personnes ou 10 personnes à chaque fois, donc c'est possible. Je pense que tout dépend de la taille de l'équipe et du nombre de personnes. Enfin, je pense que dans la limite du raisonnable, c'est possible de faire le même atelier pour la même association 2 ou 3 fois. Mais il faut savoir que en fait, la difficulté, c'est de mobiliser des experts et des expertes qui, normalement, le font soit sous forme de mécénat de compétences, soit sous forme de bénévolat. Donc, c'est ça, en fait, la difficulté principale. Parce qu'en soi, une fois que l'atelier est prêt et qu'il a été adapté à vos besoins, on peut le refaire plusieurs fois, mais tout va dépendre, en fait, de la possibilité de mobiliser des spécialistes sur ces ateliers-là. Donc, je pense que dans la limite du raisonnable, peut-être 2 fois faire le même atelier, oui. Ok, ben à ce moment-là, oui, ça dépend un petit peu de la nature des exercices et l'accompagnement individuel proposé, parce qu'effectivement, après, ce n'est pas la même chose. Okay. Oui. Merci. Je me permets d'apporter un petit complément aussi de réponse là-dessus. Si au-delà d'ateliers avec des cas spécifiques que vous voulez adresser, notamment là sur les ateliers collectifs, c'est beaucoup autour des enjeux de cybersécurité, on aura aussi des webinaires qui devraient être organisés plus larges justement sur les enjeux de cybersécurité pour apporter de la sensibilisation. Et donc là, au niveau du nombre de participants, c'est beaucoup plus large. Donc, ça peut aussi être un complément en fonction des besoins de votre association pour pouvoir embarquer aussi plus de monde sur ces enjeux et les sensibiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table? Oui, Anne-Charlotte Dambre de Coactis Santé. J'aimerais savoir si vous avez quelques exemples à nous présenter d'ateliers longs, d'accompagnement long pour des différentes structures, en fait, quelques thématiques qui pourraient nous donner aussi des idées de nouvelles dimensions, de nouveaux développements. Bien sûr. Oui, avec plaisir. Du coup, effectivement, on n'a pas mis de slide spécifique pour ça. Mais du coup, je peux vous parler déjà d'un premier projet, par exemple, qu'on a accompagné en 2023 avec l'association Droit Pluriel. Donc, Droit Pluriel, c'est une association qui lutte pour rendre plus accessible le droit aux personnes en situation de handicap, pour qu'elles puissent avoir accès à des juristes et pouvoir enclencher des démarches juridiques pour divers problématiques auxquelles elles pourraient faire face au quotidien. Et du coup, Droit Pluriel, ils ont constaté qu'il y avait assez peu d'informations sur l'accessibilité des lieux auxquels on peut avoir accès justement à des juristes, typiquement des maisons de droit dans certaines villes.
Et donc, leurs projets tech qui nous ont donc soumis dans l'accompagnement Sherit, c'était une plateforme qui permet de recenser tous les lieux d'accès aux droits avec la notion d'accessibilité pour permettre aux personnes en situation de handicap de savoir si elles se rendaient à la maison de justice de Saint-Denis, si elles allaient pouvoir être bien reçues en fonction de leurs spécificités et de leurs besoins autour de leur handicap. Donc, par exemple, savoir si, en tant que personne sourde et malentendante, je pourrais avoir accès à une borne qui me permette d'avoir des informations données spécifiquement en fonction de mon besoin. Ou en tant que personne en fauteuil roulant, de savoir si les rampes d'accès sont bien déployées sur tel ou tel lieu d'accès au droit. Et donc, du coup, ils sont arrivés à cette idée, ce besoin, en se disant c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas couvert. Alors, il y a un site qui s'appelle Accès Libre qui recense certains lieux et avec ses spécificités, mais qui n'était pas suffisant en fait pour donner l'information au public qui accompagne l'association. Et donc, du coup, on est passé par une phase de cadrage dans laquelle on a aider l'association à formaliser ses besoins, où on a questionné en fait à quoi est-ce que devrait ressembler cette plateforme. On est passé par pas mal d'étapes de dessiner les écrans auxquels on voudrait que la plateforme ressemble, jusqu'à l'étape des maquettes qui permettent derrière de déployer techniquement ce projet. Et ensuite, on a développé cette plateforme sur une plateforme web avec des équipes techniques. Et donc, en parallèle de ça, l'association a mis en place du coup une collecte, un recensement finalement des lieux d'accès aux droits avec leurs spécificités d'accessibilité. Donc ça, c'est un exemple de projet. Et peut-être un deuxième exemple, c'est l'association de la Fédération des écoles de production. Donc, c'est une association qui accompagne des jeunes sur un retour à l'emploi grâce à des formations professionnalisantes et certifiantes sur des métiers en tension. Et donc là, cette association-là, elle avait ouvert en France à peu près 25 écoles quand on les a rencontrées. Et leur projet digital devait leur permettre de pouvoir essaimer sur le territoire et pouvoir soutenir la croissance des ouvertures d'écoles à travers le territoire. Et du coup, leur objectif, c'était de pouvoir ouvrir 100 écoles à travers la France à horizon alors c'était à plus 5 ans de notre accompagnement. Donc l'association, sa problématique technique, c'est que donc ils s'en sortaient très bien avec 25 écoles au niveau de leurs données et de leur système d'information, mais avec la projection d'un essaimage à grande échelle, il fallait qu'ils structurent en fait leur système d'information. Ils avaient beaucoup de données en fait sur les écoles, sur les élèves, sur les directeurs qui étaient un petit peu éparpillés dans plein de fichiers Excel. Et du coup, ils n'avaient pas un outil qui centralisait finalement toute la connaissance et toutes leurs données à utiliser au quotidien. Et donc, ils avaient un besoin de mettre en place, alors on dit un CRM, mais en fait, c'était un outil qui est plus large qu'un CRM. C'était un outil qui devait viser à formaliser un peu leur processus interne et à centraliser les données pour que chaque membre de l'équipe soit hyper autonome dans la connaissance sur telle école, tel élève, tel directeur d'école. Et donc, du coup, on les a aidés à digitaliser des processus internes, à structurer leur base de données pour que toutes les équipes puissent fonctionner vraiment ensemble et lever finalement des silos qu'il pouvait y avoir aussi entre les personnes et de la connaissance. Et donc là, on les a pareil aidés à cadrer en reprenant en fait leurs processus existants, les processus cibles sur lesquels ils devaient se projeter pour pouvoir bien essaimer. Et on a du coup développé avec eux, main dans la main, un outil du coup sur une technologie qu'on appelle plutôt no-code, donc avec peu de connaissances techniques, un outil paramétrable qui leur a permis du coup de vraiment rassembler toutes leurs données et tous leurs process au sein d'un outil avec des écrans aussi pour permettre aux écoles d'avoir des informations, d'avoir des indicateurs, etc. Voilà, je ne sais pas si ça permet de bien répondre à votre question. En tout cas, ça peut être deux typologies de projets
pour vous montrer un peu les différences entre les projets qu'on accompagne. Donc, comme le disait Florentia tout à l'heure, des projets plutôt de structuration interne et des projets de nouveaux produits digitaux qui viennent répondre à un besoin de votre public accompagné et des bénéficiaires pour leur proposer un nouveau service ou en tout cas quelque chose qui peut simplifier leur quotidien. Merci beaucoup. Oui, Alain. Oui, en fait, ce que vous dépeignez comme problématique, c'est ce qu'on trouve un peu partout. Enfin, en tout cas, nous, on a ce sujet-là. Par contre, donc de la collecte, de la préparation de données, de la mise en place d'indicateurs et de processus et de la restitution avec des tableaux de bord. Mais par contre, moi, je ne vois pas trop l'attitude là-dessus. Je peux me tromper, mais quand je regarde la façon dont vous êtes présenté, les programmes que vous avez et votre site Internet, je ne retrouve pas cet aspect mise en œuvre plutôt technologique. Oui, Sur, alors. Je t'en prie. oui, tu veux dire sur le site de Latitude ou sur la Oui, présentation? les deux. Oui, parce que comme je l'ai dit, en fait, Latitude s'adresse à des publics très, très différents. Et en fait, c'est une petite partie enfin, c'est une des parties, c'est un des publics chez Latitude, ce sont les structures de l'impact et cet accompagnement sur l'utilisation des outils, etc. C'est très spécifique à ce public. On ne le fait pas sur les autres programmes. C'est peut-être pour ça que c'est moins visible, mais ça fait partie des programmes que j'ai présentés, IA for Good, Cyber for Good, notamment. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, en fait, quand je regarde ce que vous faites, je trouve que vous êtes très orienté sur des programmes de sensibilisation tout public. Là, dans ce qu'a décrit Julie, on est plus dans du développement tech, si vous voulez, pour le monde associatif. Alors évidemment, avec du low-code, des choses un petit peu légères, mais on est vraiment à la limite dans du dev informatique, dans lequel on vous met une backlog avec des choses à réaliser. On n'est pas dans la sensibilisation et on est entre techniciens. Et moi, je vous vois moins là-dessus. Je peux me tromper, hein, je challenge un petit peu. Oui, donc c'est ce que je disais. On a beaucoup de sensibilisation, effectivement. Ça répond à la partie numérique responsable de Latitude. Mais il y a la partie numérique engagée. Et cette partie-là, comme je le disais, le but, c'est d'utiliser les connaissances d'experts et d'expertes de la tech, dont les connaissances sont assez niches, et de les mettre au service de l'intérêt général. Et c'est cette partie-là qui permet d'aller au-delà de la sensibilisation que tu as pu voir chez Latitude pour faire, on va dire, de la tech du numérique très pratique. Donc, en fait, on fait vraiment les deux. On fait de la sensibilisation, on en fait beaucoup via les ateliers pour différents publics, comme tu l'as vu. Mais tous les programmes que je coordonne, d'ailleurs, avec Charlotte et Léa, qui sont des programmes pour les structures de l'impact, sont des programmes qui vont au-delà de la sensibilisation qu'on fait avec des webinaires, par exemple, mais aussi beaucoup de... Ce qu'on faisait avant, en fait, on ne le fait plus, c'était des sessions de conseil, par exemple, avec des associations qui avaient besoin d'aide très technique. Et on fait aussi des appels à projets. Donc, tous les ans, on aide des associations à concrétiser leurs projets grâce à des mentors experts et des étudiants qui sont dans un parcours informatique pour concrétiser leurs projets de manière gratuite et sur le long terme, un peu comme Sherit peut faire, sans comparer, mais c'est juste pour rejoindre ta comparaison. Donc, on fait, peut-être qu'elle est moins visible sur le site, mais non, elle existe, effectivement. Et peut-être, je me permets de compléter là-dessus. En fait, dans le cadre de ce programme, les modalités longues seront opérées uniquement par Sherit. Donc, c'est avec Sherit qu'il y aura les accompagnements longs dans le cadre du programme Le numérique au service des aidants. OK. Et justement, c'est peut-être juste pour recompléter, c'est justement la complémentarité de nos structures qui nous ont permis de créer ces programmes multimodalités, justement, avec des contenus plus axés sur la sensibilisation ou des ateliers courts, là où l'attitude va être beaucoup mobilisée. Et sur la partie longue, comme disait Julie, ça va être exclusivement Sherit. Mais c'est vrai qu'on a des structures assez complémentaires par rapport aux approches. Okay. Je comprends mieux.
Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 3 petites minutes, donc on peut profiter pour une petite dernière. 2. Ouais, vous avez mis un calendrier, candidature 1 à 2 mois, sélection 2-3 mois. Vous avez parlé du mois de septembre. En fait, les dates, c'est quoi? Il y a des jalons. Ça démarre aujourd'hui, le 24 juin, ou on Oui, attend en fait, septembre. justement pour la sélection, ça c'est à titre indicatif, les durées de la candidature à la sélection. Donc, comme je disais, là, vous pouvez candidater dès maintenant pour cet accompagnement long. Et donc, l'objectif, c'est qu'on puisse commencer à évaluer le besoin pendant l'été. Et la deadline, enfin la date limite pour le dépôt de candidature, ça va être fin septembre, ce qui va nous permettre justement de déjà avoir avancé avec celles qui sont déjà candidatées plus tôt, adresser les nouvelles candidatures des dernières semaines, et puis accélérer, on va dire, le processus de sélection en octobre-novembre. Donc là, c'est pour un démarrage de mission en janvier, alors. Oui, c'est ça. Donc, démarrage de cet accompagnement dès 2026, à partir de janvier. Okay. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, du coup, juste Il y a une question de Claire, Florencia, excuse-moi. Ouais. Pardon, Claire Convert, Correctis Santé. Moi, j'avais une question pour le programme long. Est-ce qu'il y a un risque que la demande qu'on soumet soit hors sujet? Ou vous regardez tout et tout est possible? Oui, tout à fait. Donc, dans les critères justement des sélections, ce qu'on dit, c'est qu'on va évaluer les projets tech, les projets en question que vous allez soumettre. Et il y a des besoins qu'on va pas adresser, en tout cas pas sous forme d'accompagnement long. Et donc, ça peut arriver. Donc, typiquement, donc, par exemple, tout ce qui est refonte des sites web ou sites vitrines, c'est moins un besoin qu'on adresse, tout simplement parce qu'on va vouloir s'adresser à des problématiques, comme on disait, qui vont soit lancer un nouveau service, un nouveau produit pour les bénéficiaires et vraiment générer cet effet avant-après, soit vous aider à vous structurer en interne. Mais on considère que la refonte d'un site, ce n'est pas un levier suffisamment puissant pour cet accompagnement, surtout au vu des places qu'on a. Et donc, on va plutôt vous orienter vers d'autres secteurs qui sont spécialisés sur, par exemple, des refontes web, des choses comme ça. Après, je ne sais pas si tout ce qui est marketing digital. Il y a des projets qui sont moins dans notre scope, mais dans tous les cas, on va évaluer toutes les demandes entrantes et à chaque fois, si ce n'est pas compatible avec ce qu'on propose, on va vous faire un retour dans ce sens et vous flécher vers d'autres secteurs qui peuvent vous répondre à votre besoin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de candidater, parce que ça sert quand même justement à avoir un échange et à pouvoir être dirigé vers d'autres acteurs si jamais c'est pas pertinent. Je ne sais pas si tu veux compléter, Julie. Oui, c'est juste, je pensais dans l'autre sens aussi. En fait, globalement, si vous avez des enjeux autour de l'essaimage de votre activité et en fait, vous sentez que la tech peut vraiment vous aider à démultiplier votre impact sur le terrain, soit via la structuration interne, soit via un nouveau service, vraiment, n'hésitez pas à candidater. Et justement, je pense que la phase de sélection des Sherit, elle est aussi intéressante parce qu'elle permet quand même, au fil des échanges, de en fait, vous aider à avancer dans vos réflexions sur le projet tech. Donc, si vous sentez que vous êtes dans ce type de besoin, vraiment, n'hésitez pas à candidater. Ça sera malgré tout toujours intéressant. J'espère que ça a répondu à votre question, Claire. Ouais, du coup, j'ai une autre question. Effectivement, on avait répondu à un questionnaire pour vous aider à cerner un peu nos attentes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en ressortait là sur les structures présentes ce matin? Oui, très intéressante cette question. En effet, on a regardé les réponses au questionnaire et donc la plupart la majorité des personnes ont répondu en termes de besoin, d'avoir besoin d'améliorer les suivis opérationnels, donc plutôt de la structuration interne. Il y a eu beaucoup de demandes aussi autour de la cybersécurité, donc de la sécurité de données, les RGPD, donc ces enjeux-là, et aussi la partie mobilisation des bonnes ressources. Donc, savoir
faire appel au bon financement, faire appel au bon profil pour les recrutements, les mécénats de compétences, etc. La création d'outils plus externes, comme on disait, à destination des bénéficiaires. Donc finalement, on a été assez rassurés quand on a vu ces réponses-là parce que on sentait qu'avec les différentes modalités, on allait arriver à couvrir un petit peu, globalement, ces différents besoins, que ce soit via des accompagnements longs ou bien via des sensibilisations axées sur la cybersécurité ou justement sur l'aide au recrutement ou à l'accès au financement, au mécénat de compétences, etc. J'ai une dernière question. Avec les ateliers, est-ce que on peut soumettre une demande qui s'articulerait à la fois entre les ateliers collectifs et un accompagnement long? Est-ce que ça peut être complémentaire ou successif? Oui, tout à fait. Ça, j'ai oublié de les préciser, mais en effet, toutes les modalités sont accessibles pour une même structure. Enfin, vous pouvez à la fois vous inscrire à la plateforme pour avoir accès à tous les contenus à la demande, participer à un atelier et candidater pour un accompagnement long. C'est pas, on va dire, tant que vous remplissez les critères, c'est pas excluant. Et donc, si c'est bon, je vous propose de conclure aujourd'hui. Comme je disais, on va du coup vous